Donc on reprend aujourd'hui et je me suis dit que on peut pas creuser sans qu'on voit les fondamentaux Linux. Donc je vous ai conseillé d'aller télécharger le PDF de Kali, bien sûr, c'est une bonne chose à faire, mais il faut vraiment voir les principes fondamentaux de, de Linux. Donc pour ce faire, ça sera plus de 3 heures de cours. Et il va falloir s'accrocher, mais on va voir tout ce qui est introduction à l'Unix, exécution de commandes, comment avoir de l'aide grâce à Man, qui permet d'afficher les pages d'aide pour chaque outil Linux, comment manipuler les opérateurs basiques qui nous permettent de manipuler des fichiers. Donc ça sera notre première partie. Ensuite, on verra là, dans la partie 2 comment on peut utiliser les opérateurs de redirection, comment on peut également utiliser les opérateurs avancés de Linux. Et une troisième partie, ça sera la fin sur les opérateurs avancés pour manipuler des fichiers et vous verrez vraiment la quintessence et la puissance de la ligne de commande. Et le but, c'est d'arrêter d'utiliser sa souris. Vous verrez qu'avec votre clavier, vous serez bien plus rapide, bien plus efficace que vous balader sur une interface graphique à prendre le temps de cliquer et faire les choses. Vous verrez, ça, c'est pas des bêtises. Dans tous les films de hacking, on vous montre des gars qui tapent dans des terminaux. Eh ben ouais, c'est le but parce que rien n'est mieux qu'un terminal. Donc, on verra tout ça. On va commencer simple. Je vais enregistrer ce que je vous avais dit parce que moi-même, il faut que je me jette un petit coup d'œil pour mes futures formations. Hop, on va enregistrer tout ça, le CTF time. Et là, je crois qu'on est bon. On va commencer donc la partie Linux fondamentale. Je vais m'enregistrer le calé Linux. Je vais le relire pour être sûr que tout est clair pour moi également. Donc, hack the box, try hack me. Faites-vous les CTF, je le répète. Mais là, on se focalise sur try hack me. Parce que la courbe d'apprentissage est plus saine, on va dire. Mais rien ne vous empêche faire l'un et l'autre. Donc, on va venir sur les fondamentaux Linux. Alors, il y a plein de bases que vous connaissez déjà, très certainement, mais j'ai quand même envie qu'on les revoie comme ça. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va attendre que la machine se lance gentiment. Ça y est, elle est déployée. Ça a mis... ok. Bon. Ok, donc c'est déployé. Donc, on va voir l'introduction à Linux, l'exécution de commandes, les man et les opérateurs basiques pour manipuler les fichiers. Euh, donc là, on peut se connecter en SSH à la machine. Donc, autant voir ça, on va voir. Même si je vais travailler en local, il n'y a vraiment pas besoin, vu qu'on a nous aussi des terminaux, on est soudés bien de Linux, on n'a vraiment pas besoin d'y aller. Mais au cas où, comment je me connecte à une machine en SSH? Ben, je tape SSH. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Connecte-toi à Shiba. Donc on va se connecter à Shiba, mais j'ai pas l'adresse IP, il est gentil le garçon. D'accord, c'est à partir de la numéro 2. Donc là, on va pas se prendre la tête. Excusez-moi, j'avais pas lu. On va se faire ça. On va se faire ça. Maintenant, on va voir la méthodologie. Donc, pour apprendre une technique, eh ben, on peut pas le faire sans méthodologie. La méthodologie va vous guider, va structurer votre pensée pour avoir les bons réflexes. Sinon, vous serez vite perdu sur l'étendue des connaissances et des concepts à appréhender. Donc, il faut tout le temps avoir une méthodologie. Ça ne s'applique pas uniquement en hacking ou en cybersécurité. Dans votre vie, ayez une méthodologie pour tout. Structurez votre pensée pour optimiser votre temps et optimiser vos efforts. Ça sert à rien de se casser la tête. Il vaut mieux avoir une bonne méthodologie, faire les choses les unes après les autres pour ne pas se fatiguer. Je vous ai toujours dit, un informaticien, c'est quelqu'un d'intelligent, mais c'est quelqu'un de fainéant. Donc la méthodologie va vous permettre de pas tomber sur des écueils et que ça soit plus comme un surfeur qui surfe sur la vague
et d'aller de façon croissante. C'est pour ça qu'on va utiliser toujours des méthodologies qui partent de concepts simples pour rentrer de plus en plus dans des choses complexes. Mais c'est pareil, je peux pas vous parler de choses complexes. Moi-même, je suis en train d'acquérir toutes les compétences, les connaissances, donc on va le faire ensemble. Comme je vous ai dit, c'est un chemin initiatique. Donc, je pars quand même du principe que ce que vous savez, pardon, ce qu'est une machine virtualisée, on en utilise au quotidien en entreprise et on va en utiliser au quotidien sur Try Hack Me ou Hack the Box, puisque ce sont des machines virtualisées sur un réseau privé VPN qu'on va venir attaquer, pas finir en prison. Ok, maintenant, on va se faire la partie basique. Donc, je vous montrerai comment se loguer sur le serveur, parce que là, c'est la section 2. Donc là, je crois qu'il n'y a pas de machine à déployer. Non, il n'y a pas de machine à déployer. Donc ça, on verra plus tard. Mais le SSH, c'est très simple. Une fois qu'on a compris les complexes, il y a deux choses importantes à retenir. C'est qu'il y a deux composantes dans SSH. Vous avez SSH et SSH HD. SSH, c'est le protocole, mais c'est aussi le client qui va vous permettre de vous connecter à une machine chiffrée, façon chiffrée, cryptée, distante. C'est le client SSH. C'est grâce à SSH et le client SSH que vous pouvez vous connecter à un serveur SSH qui est hébergé sur la machine distante. Et la machine distante, le serveur, contrairement au client, ne s'appelle pas SSH, mais SSHD. Je vais vous montre un exemple. Si je regarde, là, j'utilise le client SSH pour me connecter en tant que James avec telle adresse IP. Là, j'utilise mon client. Mais je peux également héberger un serveur SSHD, non pas le client, mais le serveur, sur ma machine, pour qu'une personne tierce, un ami, quelqu'un de confiance, puisse se connecter en SSH, ou moi-même, du boulot, je puisse me connecter en SSH sur ma machine, faire des opérations. Dans ce cas-là, vous savez, le plus simple sous Debian, c'est de taper la commande service. Au singulier, vous tapez le nom du service et vous faites un statut. Je veux avoir le statut. Ok. Là, il nous dit qu'il n'est pas trouvé. Donc, en fait, il s'appelle SSH. Ok. Mais bon, quand même, pour différencier, là, c'est un mauvais exemple. C'est que vous avez le service SSH, mais il y a SSH et SSHD. Dès que vous voyez D, c'est le serveur. Dès que vous voyez SSH, c'est toujours le protocole SSH dans les deux cas, mais ça, c'est le client. Donc, si je fais un status all, on va voir qu'est-ce qu'on a qui est hébergé. Donc là, on va voir tous les services qui sont hébergés sur ma machine. Si c'est un moins, ils sont pas démarrés. Si c'est un plus, ils sont démarrés. Voilà. Et vous voyez que vous avez deux composantes. Vous avez SSH et SSLH. On va voir SSLH. En quoi ça consiste? Donc, SSLH part d'un constat simple. La majorité des réseaux d'entreprises ou publics n'acceptent plus le HTTP. Forcément, ce n'est pas chiffré. La solution des décideurs pressés est de faire du HTTP pour tout, pour que ça marche partout. Ça devient un cercle vicieux. SSLH est un outil pour les idiots qui croient encore que si un protocole a été fait et optimisé pour quelque chose, c'est pour cet usage que l'on s'en sert. Donc le SSLH, c'est un raccourci pour SSL, SSH, multiplexeur, pardon. Donc c'était un démon, un daemon. Les démons, ça tourne en résiduel, en résidant sur la machine. Il a été implémenté en C pour être plus performant. Il permet de faire tourner du HTTPS et du SSH sur le même port. SSLH, c'est une sorte de point d'entrée qui redirige toutes les connexions vers le bon service. Si on utilise le port 443 pour le HTTPS, cela permet de pouvoir se connecter en SSH en utilisant le port 443, non filtré sur la plupart des réseaux, pardon, contrairement au port 22, tout en pouvant servir des pages web en HTTPS avec une seule IP.
vous voyez l'avantage direct pour un administrateur système ou réseau, c'est que euh, pour le développeur, déjà, il n'aura pas plusieurs ports à configurer, à coder en dur dans sa machine, dans son logiciel, pardon. Et pour l'administrateur réseau, il va pouvoir réduire la surface d'attaque, puisque là, avec un port 443, on pourra faire deux choses, deux protocoles, HTTPS et SSH. Alors qu'auparavant, on aurait dû ouvrir le port 22 également pour pouvoir accéder au SSH en su du HTTPS. Et donc, on aurait ouvert deux ports. Et il y aurait peut-être le port 80 aussi ouvert. Donc ça fait déjà trois ports qu'on peut attaquer sur la machine. Le but, je vous le rappelle, c'est de réduire constamment votre surface d'attaque. Donc c'est un des avantages. Donc ça permet aussi d'utiliser l'OpenVPN, le Tink, que je ne connais pas, je vais creuser la techno, qui est soi-disant un OpenVPN en mieux, et le XMPP, que certains connaissent sans doute sous le nom de Jabber. Donc, le Jabber, on verra plus tard comment c'est utilisé. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour faire le distinguo entre le SSH et le SSLH. Donc là, on voit qu'on a bien deux ports sur ma machine qui peuvent soit utiliser du SSH, qui va gérer la machine cliente, la machine serveur, et le SSLH pour les fonctionnalités que je viens de vous citer ici. Allez faire un tour sur linuxfr.org. Ce sont des passionnés de Linux qui vous expliquent tous les outils. Vraiment très très bon site. linuxfr.org. Allez, quand vous avez un doute, allez même créer un identifiant, poser des questions sur les forums. Ce sont des anciens, des vieux de la vieille, et ils pourront vous aider gratuitement. Donc revenons à nos moutons. Les commandes, la commande qu'on va utiliser énormément, qu'il faut vraiment connaître, c'est la commande echo. Echo, c'est un peu l'équivalent en programmation de print ou de println ou printf. Ça permet d'afficher en fait un message en ligne de commande. Donc ça peut avoir plusieurs intérêts. On peut en effet, quand on programme, demander ou prévenir l'utilisateur d'un message, genre echo, euh, le programme va démarrer, voilà. Ou ça peut permettre éventuellement d'envoyer ça vers, alors vous avez le principe de terminal. Vous avez toujours le terminal avec l'interface graphique qui est sur le Alt F7. Là, je suis sur mon interface graphique. Mais après, vous avez d'autres terminaux de 1 à 10, qu'on appelle les TTY, et qui permettent à plusieurs utilisateurs de travailler. L'avantage de Linux, on peut le faire aussi sur Windows, mais il faut un Windows Server, c'est que je peux faire ouvrir plusieurs sessions. Là, je peux faire, par exemple, faire un CTRL Alt F1, si je vous dis pas de bêtises, ou CTRL F1, je sais plus quelles sont les commandes. Voilà. Donc là, je vais dans CTRL F1, et là, je suis sur la première console. Je relance la machine suite à une mise à jour du kernel. Et là, l'écho, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, là, je vous montre un exemple trivial, hein. Il va falloir rentrer d'autres paramètres pour que ça marche. Mais les gens qui seront connectés à d'autres interfaces, concrètement, ils vont voir votre message. Là, le message va apparaître, qu'il soit en ligne de commande dans le terminal ou qu'il soit avec une interface graphique. Ouais. Donc je caricature parce que ça sert à rien de vous fouler avec ça, mais grosso modo, ça va permettre d'envoyer des messages à tous les utilisateurs qui sont connectés sur la machine et leur dire, bah, en gros, finissez votre travail, sauvegardez vos données parce que je redémarre le serveur dans quelques minutes ou tout de suite. Donc ça peut être utile. Comme sous Windows, on peut laisser des messages aux utilisateurs pour concrètement bah, leur dire écoutez, maintenant il faut terminer votre travail, on redémarre la machine. Donc echo, qu'est-ce que ça fait? Ça affiche un message. C'est très simple. Si je tape echo hello, la machine me répond hello. Donc
Tout ce que vous rentrez après écho, eh ben, ça va être pris en sortie. Là, qu'est-ce que fait? Donc, on va parler déjà des principes standard in, standard out. Tout ce qui est affiché dans votre terminal, c'est la sortie de l'ordinateur. C'est l'affichage. Les périphériques de sortie, ça peut être une imprimante, ça peut être une télé, ça peut être un écran de PC, ainsi de suite. C'est ce qui affiche les données sorties. Tout ce qui est en entrée, c'est quoi? C'est les périphériques d'entrée. Ça peut être n'importe quoi. Les plus couramment utilisés, c'est le clavier pour taper et c'est ma souris pour me déplacer sur l'interface graphique. Là, qu'est-ce que je demande avec le programme Echo? C'est de récupérer ce que je tape en entrée avec mon clavier. Je tape message via l'entrée. Ok, bon, je peux pas mettre ça, sinon il va bugger, mais via l'entrée, je mets pas de, désolé, pas d'accent. Donc là, je tape mon message avec une périphérique qui est mon clavier et c'est le standard in. Quand je fais entrer, Echo va prendre ce que j'ai rentré en entrée via mon clavier et l'afficher en sortie. Et là, bien sûr, il l'affiche aussi tout de suite en sortie puisque sinon je ne saurais pas ce que je tape sur mon terminal. Mais le résultat, il est affiché là, deuxième ligne, sur la sortie. La sortie, c'est quoi? C'est mon écran. Donc, bien comprendre, tout ce qui est entré, c'est toutes les données, les informations, les paramètres, les commandes qu'on va donner au Linux. Tout ce qui est en sortie, c'est le résultat escompté. Ça peut être également Echo Saltimbanque est un petit joueur. Et là, je suis en sortie et je lui demande un fichier saltimbanque.txt. Donc là, je suis toujours en standard input, std in. Le std in, eh ben c'est quoi? On lui demande la commande echo. Affiche-moi en sortie ce que j'ai rentré en entrée avec mon clavier, qui est une chaîne de caractères, un string. Saltimbanque est un petit joueur. Et là, la sortie, au lieu de me l'afficher dans mon terminal, tu me l'affiches toujours en sortie. C'est également de la sortie, mais tu me le reroutes vers un fichier texte qui s'appelle saltimbanque. Et là, ls, bah là, j'ai un fichier saltimbanque qui vient d'apparaître. Et si je fais un 4, eh ben là, dans le fichier saltimbanque.txt, il m'a enregistré, grâce à Echo, ce que j'ai tapé en entrée. Et on voit bien que c'est le cas. Donc voilà les bases. Maintenant, j'ai un doute. J'ai un doute, je veux savoir comment ça fonctionne. Le réflexe de base, c'est tout le temps d'appeler manuel. Manuel, c'est un sous-programme de Linux qui, donc l'abréviation c'est man, comme homme, et le nom de la commande que je veux. Je veux des commandes sur Echo, je fais man echo. J'ai mes flags, mes paramètres, j'ai l'explication. Est-ce que je fais un short option ou un long option? C'est ce que je vous disais. Est-ce qu'on abrège ou on utilise des termes entiers? Et on voit que j'ai plusieurs choix pour faire des backslash, pour faire des alertes, pour faire de l'échappement, pour passer à la ligne, donc ce qu'on appelle le retour chariot en informatique, pardon, ça c'est le retour chariot, c'est le LR, et à la ligne, c'est le LN. Donc ça, on va s'en servir très souvent. C'est très très important de mettre ça. Et on voit que j'ai un doute, cette Q pour quitter, j'ai un doute sur la commande 4, pardon. Je fais un man 4, et là, à nouveau, j'ai toutes les explications. Rien ne vous empêche après d'aller sur un site, comme je vous disais, linuxfr.org, pour avoir toutes les explications en français, s'il y a la barrière de la langue. Donc on voit pour chaque commande, alors certaines pages man font une ou deux pages, certaines pages pour des outils très complexes peuvent faire une vingtaine, une trentaine de pages. Mais dès que vous avez un doute, avant d'aller récupérer des ressources en ligne, le réflexe, c'est de taper man et le nom de la commande pour comprendre ce que vous faites, quel programme vous utilisez pour faire telle fonction. Donc, ça viendra avec le temps, mais quand vous débutez, vous êtes néophyte, utilisez, apprenez tout le temps. Le premier réflexe, avant d'aller sur Google pour savoir ce que fait Echo, je tape la commande man. Avant de savoir
ce que fait Cat est d'aller chercher sur Google toutes les ressources disponibles. Je fais mon man cat et j'apprends tout ce qui est le préambule. Tout ce que va me donner man, déjà, je vais essayer d'acquérir les compétences. Donc on voit qu'on a énormément d'informations. Donc je vous ai montré si je fais écho et je fais saltimbanque, ça m'affiche saltimbanque. Mais on va utiliser commande, flag, paramètre, input. Je change. Là je fais écho moins n saltimbanque. Quel est le résultat de ça? Eh ben c'est exactement le même. Parce que là, qu'est-ce que nous fait le tiret n? Ça fait une nouvelle ligne. Donc ça me permet de passer à la ligne. Et là, il n'y a qu'une seule ligne. Donc ensuite, on va passer à ls. ls, c'est list file, list directory. C'est une commande qui permet de lister tous les fichiers et les arborescences enfin les sous-arborescences dans une arborescence, dans votre répertoire courant. Pour rappel, pour savoir dans quel répertoire de travail où c'est que je me trouve, sous Linux, on fait pwd. Là, il me dit, Coco, t'es dans Saltimbanque. Et en effet, je suis bien dans Saltimbanque. Si je vais maintenant dans téléchargement, là, on voit que je suis dans téléchargement. Avant, quand vous voyez ça, c'est que vous êtes à la racine de votre home Saltimbanque. Qu'est-ce que la racine de home? Dans home, je peux aller dans home. Là, il n'y a qu'un utilisateur. Donc, il n'y a qu'un Saltimbanque. Mais si je crée un nouveau compte, on verra plus tard comment on crée un compte sous Linux, eh ben, il y aurait par exemple Saltimbanque et Mathilde. Si je veux aller dans le répertoire de Mathilde, je fais CD Mathilde et j'arrive dans le répertoire de Mathilde. Là, je vais faire CD Saltimbanque, j'arrive dans le répertoire de Saltimbanque. Là, je suis dans mon home. Le home, c'est quoi? C'est la racine home de Saltimbanque. Après Saltimbanque, là, par exemple, on a téléchargement. OK. Mais home, il est compris dans la racine. Donc, on est dans le home Saltimbanque et après, on a téléchargement. J'y accède. C'est pareil. Et si je veux revenir dans home, je peux faire cd, point, 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 point. Voilà, je suis revenu dans home. Si je refais ça, là, je vous montre comment se balader dans les sous-répertoires. Là, j'étais dans téléchargement et je lui ai dit, je veux revenir dans home. Donc, il faut faire un cd, point, point, pour repasser dans Saltimbanque et encore un point, point pour revenir dans home. Si maintenant, je veux juste revenir dans Saltimbanque, dans le répertoire d'avant, là, je fais un cd, point, point, tout court. Et là, en effet, je suis dans Saltimbanque. Donc, pour lister, ls. ls, il vous liste très simplement. Il vous affiche uniquement les répertoires et les fichiers. Il ne vous affiche pas les fichiers cachés, il ne vous affiche pas les répertoires cachés et il ne vous donne pas de détails. Mais sous PowerOS, sous Kali, déjà il y a des couleurs à connaître. Tout ce qui est bleu est une arborescence, est un dossier, un sous-dossier. Tout ce qui est vert est un fichier. Après, rappelez-vous que contrairement à Windows, les extensions n'ont que peu d'importance dans, comment dire, dans, dans Linux. En effet, là, j'ai un fichier de texte qui s'appelle cat avec plein de noms. Eh ben, je peux lui dire, écoute, sudo cat best.txt. Donc, tu m'affiches pareil la même commande, sauf qu'on grep et tu me fais un écho et tu me l'affiches dans un nouveau fichier en sortie. Donc là, je pipe deux commandes, je lève mes privilèges pour pouvoir écrire dans un nouveau fichier. Je lui dis, tu m'affiches avec cat le fichier qui est là, mon dictionnaire, qui s'appelle best.txt, je pipe, séquentiellement, tu fais cette commande, et après tu passes à l'autre commande. L'autre commande, c'est quoi? C'est echo. C'est que tu m'affiches tout ce qu'il y a
tu prends tout ce qu'il y a, le résultat de cat.best.txt, et là, tu me mets dans un fichier qui s'appelle best, tout court. ls, j'ai un fichier best. Mais le fichier best, si je fais best sans txt, c'est un nouveau fichier. Bah là, ça va pas marcher. J'ai fait une connerie. Pourquoi il m'a pas pris ma redirection, cet enfoiré? Donc il n'y a même pas besoin de piper. Ouais, j'ai pas besoin de piper en fait. Je peux le faire directement comme ça et le mettre dans best. Je pense. 4 best. Voilà. Donc on a deux fichiers. On a best qui est là et best txt. Mais on voit que même sans l'extension txt, c'est exactement le même résultat. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sous Linux, tout est fichier. Que ça soit un lecteur réseau que vous allez monter, que ça soit vos CPU, que ça soit un fichier avec une base de données chiffrée en H, que ça soit un fichier, un document sur votre bureau ou dans votre répertoire Home, tout est fichier. Quand vous vous baladez à la racine, ça c'est la racine, là on est à la racine. Et là, je fais un ls, j'ai tout l'architecture du Linux. Et peu importe où vous vous baladez, vous aurez tout le temps des fichiers. C'est que des fichiers. Sous Linux, tout est fichier. Donc ça, c'est important à comprendre. C'est un peu déroutant parce que sous Windows, eh ben, une arborescence, c'est une arborescence. Un fichier exe, c'est un fichier exe. Un fichier txt, c'est un fichier txt. Un fichier PDF, ça va être un fichier PDF. Je vais pouvoir regarder un PDF. Un fichier MP3, je vais pouvoir écouter mon son. Eh ben là, on s'en fout. Et même, comme je vous ai dit, vous pouvez faire un fichier MP3 qui s'appelle TXT et vous pourrez avoir à la fois de l'audio, écouter votre son MP3 et avoir un fichier de texte avec votre CV qui est présent. Ça, c'est la puissance de Linux. Mais je ne vais pas vous perdre, c'est pour vous montrer que sous Windows, retenez ça, c'est une règle primordiale. Tout est fichier. Peu importe ce que ça représente, tout est un fichier. Contrairement à Windows, où l'extension, les fichiers d'extension, le fichier a toujours, pardon, une extension, et les extensions de fichiers, pardon, à l'inverse, sont primordiales. Si Windows n'a pas l'extension de fichier, il sait pas ouvrir le fichier. Il sait pas quoi en faire, il sait pas le traiter. Linux, il s'en fout. Donc, je vous parlerai pas de cette couleur-là, parce qu'on va pas rentrer tout de suite, mais il y a un truc qui est super intéressant, c'est là, quand c'est entouré en vert. Et ça, pour avoir les détails, on va faire un paramètre qui est LA. LA, ça vous demande de d'afficher à la fois les détails des documents, des fichiers et des arborescences, et également de m'afficher tout ce qui est secret. Fichier secret, répertoire secret. LSLA, là j'ai tout. Et qu'est-ce qu'on voit quand je vous disais, quand c'est comme ça, en vert, c'est que tout le monde a le droit d'exécuter le fichier. Tout le monde a le droit d'aller dans l'arborescence TMP. C'est les fichiers temporaires. À l'inverse, en fonction des droits, vous voyez que généralement, c'est en vert. Quand c'est en vert, c'est essentiellement l'utilisateur et l'administrateur qui ont les droits. À l'inverse, quand tous les droits sont donnés, on verra plus tard les droits, comment on les donne sur un fichier ou une arborescence, on a là bah, le lien. Donc, alors, on va commencer simple. Il y a trois choses que vous pouvez voir ici. Fonctionner par colonne. La première colonne, on voit quoi? Des L, des D et des tirés. Le premier truc, c'est tirer. Ça veut dire que c'est un fichier. OK? Donc, il y a trois types de trucs qu'il faut vraiment, vraiment que ça soit clair. Je vous ai dit, tout est fichier et les arborescences sont également des fichiers. Les liens sont également des fichiers. Mais on fait quand même le distinguo sous Unix, Linux. Tirer, c'est que c'est un fichier. Là, j'ai un fichier qui s'appelle auto-relabel, .auto-relabel. Ensuite, on a tout ce qui est arborescence. Je vous ai dit que c'était en bleu. Le foncé, ce sont des arborescences. En effet, je vois à chaque fois D. D, c'est quoi? C'est directory.
à arborescence. Et enfin, voilà qu'on a des flèches. Ça, c'est ce qu'on appelle des liens symboliques. Alors, comment vous expliquer ça? Pour que ça soit vraiment clair et le plus simple dans vos têtes, le lien symbolique sous Linux, ça correspond au raccourci sous Windows. Je vous donne un exemple. Je vais dans mon Windows, ça vous parle. Allez, c'est pas, je vous affiche mes trucs. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai propriété, j'ai un raccourci. Ça, c'est bien un raccourci. Eh ben ça, c'est l'équivalent du lien symbolique sous Linux. Qu'est-ce que fait le raccourci? Ben, vous voyez qu'il a très peu de taille. Pourquoi il fait que kilo-octets? Pourquoi? Parce que sa pointe, c'est un lien symbolique vers une autre partie du disque dur et lui, il lance un exécutable qui fait 14 émo. Donc l'avantage du raccourci, c'est que plusieurs utilisateurs ou un utilisateur à plusieurs endroits peut se créer des raccourcis. Comme ça, il n'a pas besoin de copier le fichier exe et ça prendrait énormément de place. Là, c'est pareil. Dès que vous pensez lien symbolique, ce sont les raccourcis. Je peux, là, à chaque fois, on a nos raccourcis sur nos bureaux, mais ça pointe vers un exécutable. Alors, bien sûr, je pourrais télécharger recuva.exe sur mon bureau. Le problème, c'est qu'il a besoin de librairie. C'est pour ça qu'on utilise des liens symboliques. Et ça prend beaucoup moins de place. Je peux avoir une centaine de liens symboliques sur ma machine, de liens, de raccourcis. Ça va pas prendre beaucoup de place. Si je dois recopier l'exécutable à 100 endroits, pardon, différents du disque dur, forcément, ça va prendre énormément de place. Donc l'habitude qu'on a, je vous ai dit que Linux c'est tout le temps un programme multi-utilisateur. Eh ben, dans le share, le SMB, le fameux Samba share, on va pouvoir accéder à une ressource principale qui se trouve par exemple dans User Share Sniper. Donc ça, c'est notre exécutable, c'est notre dossier final, mais on va se créer un lien. Et là, on le voit, il y a L. L. Là, il y a L, L avec la flèche. Ça, c'est pour nous faire comprendre que c'est un lien symbolique. C'est-à-dire que quand je vais faire, par exemple, cd lib x32, il va prendre le lien symbolique et le système d'exploitation sait que, en fait, je veux aller dans user lib x32. Pareil, quand je vais faire des appels à lib x32, même s'il n'est pas là dans mon répertoire, dans mon PWD, à la racine, je sais automatiquement que ça pointe vers cette destination. Donc l'avantage, c'est que on peut créer un fichier, par exemple, sudo nano fichier commun, .txt. Je vais mettre du texte, je le sauvegarde, x. Et là, je vais pouvoir créer, je vous montrerai comment faire plus tard, mais on peut créer des liens symboliques. Et là, on va aller dans le home de Saltimbanque, par exemple, et on va lui dire, bah écoute, fichier commun, il est à la racine, pas de problème. Il est PWD, il est bien à la racine, mais je vais te créer un lien à partir de ton home Saltimbanque qui te permet d'accéder au fichier commun. Et plutôt que recopier l'intégralité du fichier commun et de le copier pour tous les utilisateurs dans leur répertoire courant, je vais faire un lien symbolique qui va pointer directement sur la ressource. Donc vous avez deux types de liens sous Linux. Le lien symbolique qui est l'équivalent du raccourci sous Windows et vous avez le lien physique. Là, le lien physique, on va venir copier l'intégralité du fichier et le dupliquer. Et là, en effet, en termes d'espace disque dur, ça prendra beaucoup plus de place. Donc dès qu'on peut, plutôt que créer et recopier des exécutables ou des fonctions, n'importe quoi, des appels vers des ressources distantes, à chaque fois on privilégiera, pardon, j'y arrive plus à parler, des liens. Et les liens, ce sont les liens symboliques. Sous Windows, ce sont les raccourcis. Il vaut mieux manipuler des raccourcis quand il y a plusieurs utilisateurs connectés sur la machine. Utiliser tout le temps des liens où on va copier les ressources
parce que ça prend beaucoup de place. Donc, je vous montrerai les commandes pour faire des liens symboliques et les commandes pour faire copier les liens en dur, pour dupliquer les données. Le lien symbolique s'intéresse au inode et aux métadonnées. Le inode, grosso modo, c'est l'endroit, la partition disque dur où se trouve la ressource. Grâce à ça, le lien symbolique, c'est où il peut aller récupérer. On a à la fois le chemin et à la fois l'inode. Et grâce à ça, on peut faire notre lien symbolique. Donc, je vous disais, LSLA, ça permet d'avoir plein de trucs. Donc, comment ça marche? Le fonctionnement. Alors, est-ce qu'il nous dit si je fais un man ls? Donc, le A, c'est ignorer les entrées. Et ensuite, on a notre petit L. Il est où? Donc, les fameux inodes qui nous permettent de savoir sur quelle partition, quelle partie, quel bloc du disque dur sont stockées les données. Et le L qui permet d'afficher donc le long listing. Le long listing, on voit en effet que la présentation n'est pas du tout la même. Donc on peut faire des filtres, lui demander d'afficher en kilobytes, d'afficher en bytes, d'afficher en mégabytes, que ça soit intelligible par un humain. H, là ça va être beaucoup plus discret. Là vous voyez, on parle en kilooctets, kilobytes pardon plutôt. Je vais lui demander de parler en humain. Donc je vais faire un ls, la plus h. Et là, qu'est-ce que je vois? Et ben là, il nous affiche bien les octets. Et quand ce sont des mégaoctets, il nous affiche en mégaoctets. Donc c'est beaucoup plus clair et intelligible pour l'être humain. Parce que là, on voit que c'est 4 kilooctets, ou kilobytes, pardon. Si je fais la commande d'avant, c'est que c'est 4096 octets. Donc il va falloir calculer 4096 octets, bytes. Donc ça veut dire 4 kilobits. Donc on voit comment on peut jouer. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout le temps en haut, vous aurez le nombre de fichiers ou d'arborescences. Là, si je compte de haut en bas, il y en a 4. Ok. Ensuite, la première lettre, on regarde, c'est soit, je vous disais, des arborescences, soit ce sont des liens symboliques, soit ce sont des fichiers avec un tiret. Ensuite, on a les droits. Les droits, je vous ai dit, on verra ça plus tard, mais on commence toujours par l'administrateur. Donc là, sur cette arborescence. On va prendre un exemple plus complet. Sur le fichier auto-relabel. Pour l'admin, le root, j'ai le droit de lire, read, d'écrire, write, mais j'ai pas le droit d'exécuter, execute. Donc le dernier est vide. Ensuite, pour Saltimbanque, Saltimbanque, il a le droit de lire, il n'a pas le droit d'écrire et il n'a pas le droit d'exécuter. Et pour tous les autres, c'est-à-dire Mathilde, qui fait pas partie, qui n'est pas l'utilisateur Saltimbanque, par exemple, et qui n'est pas root, eh ben elle aura comme Saltimbanque le droit de lire, mais elle n'aura pas le droit d'écrire, elle n'aura pas le droit d'exécuter. À l'inverse, boot, ce n'est pas un fichier, c'est une arborescence. Et là, qu'est-ce que je vois? Les 3 premières lettres. J'ai mon admin qui peut écrire, lire, écrire, exécuter. Saltimbanque, il a le droit à quoi? Lui, il a juste le droit de lire, read, pas de write, pas d'écriture, mais il peut exécuter. X, execute. Et Mathilde, ou un autre groupe, une autre personne, elle a le droit, et comme Saltimbanque, à lire, pas le droit d'écrire sur l'arborescence, et pas mais elle a le droit d'exécuter. Donc on verra ce système, comment on peut le modifier, et comment ça fonctionne. Il y a 2 façons avec chmod de modifier les droits utilisateurs sous Windows. On verra chgroup, chmod. C'est 2 programmes qui nous permettent de faire ça. Donc, comment on affiche les fichiers, les arborescences? C'est ls. Comment on demande le long list? C'est ls-la. Et là, on voit qu'on a tous les détails. Ensuite, je vous disais, une fois qu'on est passé à ça, cette partie-là, pour l'instant, ne vous en occupez pas. Ensuite, on a quoi? On a le propriétaire, c'est du fichier. Donc là, on voit que le propriétaire, c'est le root. Là, c'est 2 fois le root. On a la taille,
on a la date de modification du fichier et à quelle heure la dernière fois il a été modifié. Donc, très souvent, quand on crée un fichier, le propriétaire est également fait partie du groupe root. Donc là, on voit que c'est un fichier qui a été créé par root et qui fait partie de root, forcément. Quand c'est un fichier créé par Saltimbanque, je vais dans mon home, Saltim, là, si je fais mon ls-la, ouais, on voit que root a bien créé des trucs root, du groupe root, mais quand c'est moi qui ai créé ça, c'est bien Saltimbanque, et Saltimbanque, il fait partie soit du groupe Saltimbanque, soit il fait partie du groupe root, au choix. On verra comment on peut modifier ça aussi. Mais là, on a la taille des fichiers, la date et l'heure, et le nom des arborescences ou des fichiers. Donc ça, vraiment, vous allez l'utiliser très souvent. Il va falloir comprendre ce concept de LS, list information, list file, list directory. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment les bases. Donc, on revient à notre exercice. Désolé, hein, je suis sûr que vous connaissez déjà tout ça, mais je préfère qu'on fasse. Donc là, comment on peut omettre une nouvelle ligne? Eh ben, on a vu qu'on peut faire un hello moins n, et là, je vais lui demander, pardon, un echo moins n hello. Donc là, ouais, j'ai déjà répondu. Ok, d'accord. Donc là, c'est quoi? C'est ls, simple. On affiche toutes les données. Ah, pardon. ls-a. Non? Bah, si. Donc là, c'est LA. Ouais, c'est ça qu'il veut. Hein. Alors là, je suis dépassé. Qu'est-ce qu'il veut? Bah, long list, c'est L, alors. Ouais, tirer L. Ok. Ça, c'est le long list. Et là, ce qu'il veut, c'est tirer A. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on additionne les deux paramètres et qu'on fait notre ls-la. On peut faire aussi un ls, mais bon, on perd du temps. Faire un ls-a et ensuite le ls-l. Vous pouvez aussi. Mais vous voyez que entre ls, bah là on voit pas les fichiers cachés et les fichiers et les dossiers cachés. Si je fais un ls-a, voilà, là on voit tous les fichiers cachés. Les fichiers cachés en vert, et on voit qu'ils commencent par un point. Ça, les bash history logout rc original, ce sont des fichiers cachés. Et on voit, par exemple, le dossier caché de Barbsuite, le dossier caché cache, config, qui commence également par un point, qui est en bleu cette fois-ci. Vous voyez bien le résultat. Je repasse en ls. On a beaucoup moins de choses. Forcément, tout ce qui a des points, dès que vous voyez un point au début, c'est que le fichier il est caché. À l'inverse de Windows, où il faut aller dans les paramètres d'affichage, pour lui demander d'afficher ou de ne pas afficher les fichiers, les arborescences système cachés. Et ben là, dans Linux, c'est beaucoup plus simple. Par défaut, c'est ls. Il vous les affiche pas. Vous voulez les afficher, c'est lsa. -1. Voilà, donc ça, c'est les commandes de base pour tout ce qui est fichier, pour savoir où on est, pwd, et quels sont mes fichiers, avec ls, plus les paramètres que vous mettrez après. Maintenant, on va avoir 4. Donc 4, c'est pas le chat, comme je dis toujours, même si j'adore les chats, j'en ai 3. 4, ça veut dire concatenate. C'est la concaténation, c'est donc on va regrouper les informations, on va les concaténer comme son nom l'indique et afficher le contenu des fichiers dans la console. Par exemple, on pourra donner, euh, on peut appeler un fichier qui s'appelle a.txt qui contient pardon hello et lui demander d'afficher tout ça. Donc, si je fais sudo nano 4a
bimbo.txt. Là, je mets 4. OK, je sauvegarde, CTRL-O, CTRL-X. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais ma commande 4a.txt. Tu m'affiches ce qu'on vient de mettre dans A. Dans A, il y a quoi? Bah, on a mis 4. Donc, on voit qu'il nous l'affiche bien. Vous avez énormément d'informations avant d'aller dans le man. Pareil, ayez le réflexe. 4a-h, mais il ne le veut pas. Donc, 2 tirets et on le met en entier. L. Voilà. Là, vous avez tout ce que vous pouvez faire avec 4, avec des exemples, et on vous redirige vers les pages, au cas où vous auriez un problème. Donc le help, après une commande, très utile. Ça et man, ça vous aidera grandement à comprendre si vous avez des doutes, des oublis, et c'est normal parce qu'il y a énormément d'informations à retenir au début. Donc il nous demande quel flag, donc quel paramètre nous permet d'afficher toutes les lignes. C'est une bonne question. Donc ça permet de numéroter. Ouais, d'accord. Et il veut numéroter toutes les lignes, donc c'est B. D'accord. Donc là, si je fais un 4a.txt-b, voilà, il n'y a qu'une ligne, il nous la note. Donc, dans 4, qu'est-ce qui nous permet d'output toutes les lignes? Eh ben, c'est là. Numéroter les lignes, c'est -b. Ça, c'est un flag, ou en français, un paramètre. Mais on parle également de drapeau, de flag. Et qu'est-ce que j'ai fait comme merde? Bah si, c'est ça qui permet de numéroter. Qu'est-ce que tu veux? What flag numbers? Bah si, c'est ça qui te permet d'afficher les lignes. Qu'est-ce que tu veux? Ah non, c'est le N. D'accord. Donc si on fait N, ouais, là j'ai qu'une ligne, donc ça ne fera pas la différence, mais je pense que c'est N. Ouais, ok. Donc la différence entre le B c'est numéroter les lignes non valides en sortie et ça annule le tiret N. Si on fait le tiret N, ça numérote toutes les lignes en sortie. Et là, la différence, le distinguo, c'est qu'elles sont non vides. Donc, entre les deux, on peut jouer là-dessus. Donc, autant pour moi. Maintenant, passons à touch. Touch, c'est très simple. Tu touches. Mais non, tu touches pas, tu caresses pas, tu crées. Touch, dès que vous voyez touch, ça permet en fait de créer un fichier. On a deux commandes simples pour créer. On peut créer un fichier avec touch et on peut créer une arborescence avec mkdir. Donc, je veux créer un fichier qui s'appelle bimbo. Je vais faire touch bimbo.txt. Et là, ls, il vient de créer mon fichier bimbo.txt. Bah, il l'a créé, mais il n'y a rien dedans. En effet, si je fais un bimbo.txt, il sera vide. Il va m'afficher rien, parce qu'il n'y a rien dedans. Faisons un anneau, cette fois-ci, pour écrire dans le bimbo.txt. Mettre I love bimbo. Là maintenant, si je fais mon 4, forcément. Voilà. Le truc, c'est que là, vous voyez qu'on a perdu beaucoup de temps. Première commande, je fais mon touch bimbo. Il me demande de créer un fichier bimbo.txt. Deux, je fais un 4 bimbo.txt pour m'assurer qu'il y a quelque chose dedans. Je vois qu'il n'y a rien. Alors là, je fais un sudo nano pour éditer le bimbo.txt et je lui demande de m'afficher ce qu'il y a dans le bimbo.txt. Il m'affiche ce que j'ai mis dans le bimbo. I love bimbo. Comment je peux faire ça d'un coup? Eh ben déjà, créer un fichier et mettre I love bimbo dedans, plutôt que faire un touch, je peux faire un sudo nano, bimbo 1, parce que sinon ça va pas marcher. Hop, I love bimbo, CTRL-O, CTRL-X, voilà. En une commande, je viens de raccourcir. J'ai pas fait mon touch, puisque nano,
quand je crée un fichier nano, il fait pour moi automatiquement la commande touch, créer le fichier. Puisque pour pouvoir éditer un fichier, eh ben, il faut déjà le créer. C'est ce que fait mon éditeur de texte nano. Et là, si je fais 4 Bimbo 1, bah, I love Bimbo. Bon. Donc maintenant, on va voir comment on peut exécuter un binaire. Donc, très souvent, il va falloir exécuter ce que vous téléchargez ou les programmes utilisateurs que soit vous avez créé, soit vous avez téléchargé et que d'autres ont fait. Donc, très souvent, il va falloir définir le chemin où se trouve l'exécutable. En effet, si je fais un appel vers une ressource qui est ailleurs que mon chemin courant, là, si ma ressource, elle n'est pas présente dans Home, Saltimbanque, téléchargement, eh ben, il va falloir que je mette le chemin absolu. Si je veux exécuter, par exemple, un fichier Python, je vais demander à l'interpréteur Python d'aller me chercher la ressource dans USR, user par exemple, mon dossier et mon programme.python, py. Donc là, j'aurais mis le chemin absolu. Si je fais pas ça et que je lui mets juste Python programme py, là il va me dire ben moi là franchement là ton programme moi je le trouve pas. Donc on met tout le temps le chemin absolu, ce qu'on appelle le full path, pour dire à une commande soit de l'exécuter, soit de copier le fichier, soit de l'effacer, soit de l'exécuter. Donc là, par exemple, on a un fichier hello bin, donc un fichier bin qui s'appelle hello, qui est contenu dans la sous-arborescence AA de TMP. Si je veux l'exécuter, eh ben, je lui donne tout le chemin. Et comme c'est un fichier bin, il va s'exécuter, il va nous afficher hello. Donc, on utilise le chemin absolu. À l'inverse, si le programme est présent dans votre arborescence, là, pour appeler mon programme, s'il existe, je fais un point, un slash. Là, ça veut lui dire que je travaille dans mon répertoire courant. Le répertoire courant, ici, c'est quoi? Eh ben, c'est Home, Saltimbanque, téléchargement. Et imaginons que dans téléchargement, j'ai mon fameux fichier programme.py. Pour l'exécuter, plutôt, j'ai pas besoin. Je peux lui mettre. Il va comprendre aussi, hein, c'est pas un problème. Mais vous voyez que vous gagnez un temps fou. Vous pouvez faire ça. Alors là, ça va marcher. Il va vous l'exécuter, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez le temps que je perds? Alors je peux utiliser l'autocomplétion, ouais. Vous allez me dire, ouais, t'es gentil, tu utilises l'autocomplétion, ça va aller plus vite. Home, Salpin, téléchargement. Ouais, d'accord. Mais il y a encore plus court. Je sais qu'il existe dans mon répertoire courant, point, slash, le nom de mon programme. Programme, pardon, point .py. Et là, ça fait exactement la même chose que ça. Et vous voyez que c'est beaucoup plus court. Donc pensez, je vais vous montrer mkdir. Je vais me donner les droits utilisateurs, mkdir, et je crée dans téléchargement, je vais créer une nouvelle arborescence qui s'appelle exemple. OK? Ah, pardon. Mkdir. Make, dir, directory. Ça, c'est la commande. Donc, pour les fichiers, c'est touch. Pour créer des directories, eh ben, c'est mkdir. Et là, eh ben ouais, j'ai une nouvelle arborescence, un nouveau dossier, une sous-arborescence de téléchargement que je viens de créer, qui s'appelle exemple. Imaginons que dans exemple, allez, je vais vous donner un exemple, c'est le cas de le dire. Je vais dans exemple, et là, je vais faire un sudo touch mon programme .py. Et là, on va jouer avec arborescence, et vous allez voir comment on peut jouer avec les chemins, en fait. Donc là, un, tu me crées un programme Pi qui s'appelle mon programme. J'ai bien mon programme Pi. Donc là, je peux l'exécuter en faisant Python
mon programme plie. Pas de problème. Mais là, je suis dans le répertoire courant. Je suis dans l'exemple. Si je vais dans le téléchargement, eh ben, je vais pouvoir également exécuter mon programme sans mettre le chemin absolu. Comment je peux bidouiller ça? Eh ben, je vais faire CD, pardon, je vais faire Python, interpréteur Python, et là je lui dis, t'es pas dans le répertoire courant, t'es dans un sous-répertoire, et tu vas m'exécuter mon programme. Donc là j'ai que modèle, pourquoi j'ai que modèle? Pardon, j'en ai peut-être oublié un. Si, ah oui, je reviens en arrière. Donc comment on fait? Je sais que tu peux le lancer. Donc là, c'est un mauvais exemple. Donc voilà un peu comment on peut se servir des programmes. Un binaire, c'est juste un code exécutable. Pensez à un exe sous Windows. Donc maintenant, il va falloir comprendre ce qui est chemin absolu, full path, et chemin relatif. À chaque fois que vous voulez exécuter un binaire, un exécutable, vous n'avez pas besoin de fournir le chemin entier. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les sentiers relatifs, le chemin relatif. Comment ça fonctionne? C'est ce que je vous disais. Partons du principe qu'on est dans TMP-A. OK? Il y a la current directory. Le relatif passe, ça sera point. Donc là, j'explique à mon bash que je veux travailler dans le répertoire courant, que je veux exécuter, par exemple, bah, exemple. Et on voit un effet, voilà, là ça marche pas, mais si je fais un CD, on voit que je travaille dans le répertoire courant. Si je dois faire appel à un fichier, je mettrai un point. Ça, c'est qu'on est dans le CD, Current Directory. Running in binary, on voit en effet, si je dois appeler un fichier qui s'appelle hello, eh ben, je vais faire point slash hello. Et le chemin absolu, en effet, ça sera TMP AA hello. Ensuite, si je dois revenir avant, donc l'arborescence précédente, là dans notre exemple, si je clear ls, mon répertoire précédent c'est téléchargement, puisque je suis dans home, saltingant, téléchargement. Je veux passer d'exemple, revenir sur téléchargement. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais command directory, point point. Là, je viens dans téléchargement. Je suis passé d'exemple à téléchargement. Je reviens petit à petit à la racine. Tout le temps, vous partez de la racine et vous vous baladez dans les arborescences, dans les sous-arborescences. Quand vous voulez revenir en arrière, faites cd point point. Vous pouvez faire même cd point point. Enfin, cd point point, point point, point point. Et là, je reviens à la racine. 1, 2, 3. J'étais dans téléchargement. cd point point, je reviens dans saltimbanque. Point point, je reviens dans home. Point point, je reviens à la racine. Slash. PWD, je suis où? Je suis à la racine. Slash. Je suis à la racine. Slash. Voilà comment on se balade dans les répertoires. Donc, pour exécuter un binaire qui est dans le répertoire précédent, je peux faire point point hello. Donc là, je vous montre un exemple. Je vais aller dans mes téléchargements. Ah bah oui, je suis à la racine. Espèce de naze. Donc c'est des home, saltimbanque, téléchargement. Exemple. Ok. Là, j'ai mon programme.
Je crée une nouvelle directory. mkdir exemple 2. cd mkdir cd exemple 2. Ok. Là, j'ai rien, c'est vide, mais je sais que dans exemple, eh ben, j'ai mon programme.py. Comment je peux l'appeler? Eh ben, je vais pouvoir faire Python. Je lui demande d'interpréter en Python. Point. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Point, point. Mon programme, et vous voyez qu'il le trouve, mon programme.py. Et là, en effet, je peux l'appeler. Alors que je suis pas dans le répertoire. Mais je sais qu'il est présent dans l'arborescence exemple. Moi, je suis dans la sous-arborescence exemple 2. Et là, ça marche. Bon, il n'y a rien dans le programme, donc il vous affiche rien. C'est un exemple, mais vous voyez que vous n'avez pas besoin d'être forcément dans le répertoire pour pouvoir exécuter un programme. Vous pouvez être dans un autre répertoire, et si vous savez à peu près où il se trouve, vous n'aurez pas besoin de mettre le répertoire, le chemin absolu. Donc ça, c'est un avantage. Il faut comprendre ces concepts, ça vous fera gagner un temps fou. Ensuite, imaginons qu'il soit dans le home. Donc le home, c'est quoi? On a dit le home. Moi, mon home, c'est home saltingant. Si je vais dans CD home, là, il ne le veut pas. Si je lui dis, vas-y, CD, hop, hop, eh ben là, je suis dans ma petite vague. Petite vague anti-slash, ça dit, tu vas dans le home. Et en effet, je suis bien dans mon home saltimbanque, dans mon répertoire de travail saltimbanque. Donc imaginons que maintenant, je vais dans CD, comment vous montrer, téléchargement. Merde, pardon. Là, je suis dans mon home. Donc oui, il doit y avoir mon téléchargement. Il veut pas. Téléchargement, pardon. Alors, l'erreur à pas faire. Là, j'ai un répertoire qui est présent dans mon home. Vous voyez bien que pour rentrer dans ce répertoire, il y a un CD et le slash à la fin. À l'inverse, quand je veux mettre un chemin absolu, je mets le chemin. Sauf que ça, c'est pas un chemin absolu. Parce qu'avant, il manque home saltimbanque. Donc, je peux y accéder, mais là, il prend pas la commande. Il vous dit téléchargement, moi, je connais pas. Hein? Et si je te mets ça, est-ce que tu comprends? Non, toujours pas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, parce qu'il le copie de quoi? Voilà. Donc, si je lui mets ça, pardon, excusez-moi, mauvais exemple. Si je lui mets ça, là, il comprend. Mais vous voyez que tout le temps, quand vous baladez dans vos répertoires, le slash, il est jamais au début. Parce que dès que vous mettez ça, le bash, le terminal, va comprendre que vous voulez un chemin absolu. Type home, bah, je sais pas, saltimbanque, bureau. Voilà. Mais si je suis dans un répertoire courant, j'ai pas besoin de faire ça. Là, je peux carrément faire cd point point, et là, je lui fais cd bureau. Et on voit que le slash, il n'est pas au début, il est à la fin. Pourquoi? Parce que quand je fais un ls, je vois bien que j'ai document, j'ai bureau, c'est présent là. Donc, faites le distinguo. Dès que vous faites ça, je vais demander à la machine de lui donner un chemin absolu. Dès que vous voulez rentrer dans un répertoire ou un sous-répertoire, une arborescence ou une sous-arborescence, ça sera le nom de l'arborescence et le slash à la fin. Donc, revenons sur mon exemple. Là, je suis dans mon home, je vais aller dans téléchargement, ls. Là, je vais prendre mon exemple, cd exemple, slash à la fin. Là, je veux mon quoi? Je veux mon programme. Je vais le copier, sudo mv, et je lui dis mon programme, ok? Tu me le copies, là, je mets le chemin absolu. Sinon, il ne me le trouve pas. Tu me le copies dans home, saltimbanque. Il me le déplace. Là, mon programme a disparu. Il a disparu, en effet. Il est plus présent, mais je vais quand même pouvoir l'exécuter à partir de mon home.
Donc là, je vais lui dire, moi j'ai mon programme qui est dans salle d'armes, qui est dans Home. Comment je peux l'exécuter? Tout connement, Python, mon interpréteur, et je lui donne le chemin. Cette fois-ci, on va pas lui dire qu'il est dans le sous-répertoire, on va lui dire, hey Coco, il est dans mon Home, et le truc il s'appelle mon programme. Et tu voyez que avec Tab, avec l'autocomplétion, s'il vous le trouve, c'est que vous avez bien mis vos paramètres en ligne de commande. Et là, il m'affiche rien, mais il me met pas une erreur. Si je mets pas ça, il me dit ton fichier, franchement, moi je peux pas l'ouvrir. Je sais pas de quoi tu me parles. No such file or directory. Il n'y a pas un tel fichier ou un tel dossier qui se nomme mon programme.py. Donc vous voyez comment on peut jouer là-dessus. Super utile. Apprenez les chemins relatifs, apprenez à maîtriser totalement les chemins complexes, ce qu'on appelle le chemin absolu. Donc, utilité d'exercice, on a notre LS. Et puis ouais, ça marche aussi avec LS. LS c'est ça. LS point, c'est ça. Pardon. Espace point, c'est pareil. On lui demande la même chose. LS, on lui demande tout ce qu'il y a dans le répertoire courant. LS, espace point, on lui dit tu m'affiches tout ce qu'il y a dans le répertoire courant. On voit que c'est exactement la même commande. Mais pour vous dire que la plupart des programmes comprennent cette fonction de point, de point, point, de point slash, de point, point slash. À vous maintenant de les maîtriser. Donc comment on peut faire tourner un binaire, un exécutable qui s'appelle hello et en utilisant en fait un raccourci. Bah, le raccourci à la base, si mon programme est présent dans l'arborescence où je travaille, je fais point et je veux mon hello. Ensuite, comment pourriez-vous exécuter un programme qui s'appelle hello, mais qui est présent cette fois-ci dans votre home, dans l'arborescence home, en utilisant le shortcut, le tile, la vanne? Eh bien, comme on l'a dit, tiled, et je veux hello. Et comment on peut appeler un binaire qui est présent dans la sous-arborescence où je me trouve, en utilisant un raccourci? Eh ben, le raccourci, c'est deux points. Tu travailles dans le répertoire précédent et tu m'appelles mon programme Hello. Donc ça, pareil, apprenez à maîtriser. Ensuite, donc on reprend, on va terminer l'exercice, mais là il faut se connecter sur la machine. Donc on va se connecter à la machine, on a notre adresse IP et on va se connecter en SSH. Il nous donne le password et le username, c'est le même, c'est Shiba. Donc on va voir brièvement, mais je pense que vous le connaissez déjà, mais comment se connecter en SSH. Donc en SSH, je mets le nom de la personne que je veux utiliser, le nom de la machine. Yes. Et Shiba 1. Donc on est sur la machine. Parfait. Passons au binaire. Donc qu'est-ce qu'il nous disait? Donc maintenant que vous avez appris toutes les opérations de base, vous pouvez terminer ce premier challenge. Donc assez simple, il faut créer un fichier qui s'appelle noot, N-O-O-T.txt. Donc, ls, ok, ls-1, ok, et là qu'est-ce qu'on voit? Donc on a les fichiers profil classiques, on est là-dedans, on a un Shiba 1, mais on va faire un touch note.txt. Je viens de le lire, on va l'exécuter. Donc, il est dans la racine courante et il s'appelle Shiba. Maintenant qu'on a créé notre fichier note.txt, on va voir. Ok. Donc, qu'est-ce que fait le binaire? Il regarde si on a créé notre fichier note.txt et si c'est le cas, il a vu qu'il était présent dans le répertoire courant, il nous donne le mot de passe, il nous affiche ce qu'il y a dans Shiba. Donc, le password pour Shiba 2, c'est Pingu FTW, pardon. Ensuite, le SU. Bon, ça devrait vous parler aussi. Euh, donc SU, ça permet de faire une élévation de privilèges.
en fait, sans se loguer, se déconnecter à chaque fois. Sinon, je devrais jongler constamment entre le compte saltimbanque et le compte administrateur sur ma machine. Donc, on va voir comment on peut se connecter à Shiba 2 en restant connecté à Shiba 1, mais en ayant les droits de Shiba 2. Pour ce faire, je tape pas sudo, mais su, super user, et je veux cette fois-ci être Shiba 2. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Bah, password. Le password, je l'ai en haut, c'est ping ftw. Ah non, c'est pingu, pardon. C'est pas ping, je raconte n'importe quoi. Pingu ftw. Ok. Donc là, on voit bien que je suis toujours dans le répertoire courant de Shiba 1. Je suis dans le home de Shiba 1. Et il faut que vous dissociez. Maintenant, je suis bien connecté avec le compte de Shiba 2. Et je suis sur le domaine qui s'appelle Noot. Moi, mon domaine, sur ma machine, si j'en ouvre une, le domaine, il s'appelle CTFNet. Ok. Saltimbanque. Et je suis dans le téléchargement. Donc faites bien le distinguo, que ça soit clair pour vous et que bah, ça soit parlant. Donc voilà, on est arrivé là-dedans. Maintenant, donc taper SU, Super User, c'est l'équivalent de faire SU root. Je vous montre, mot de passe de route. Là, je suis route. Je veux repasser saltimbanque. Deux possibilités. Soit je fais un SU saltimbanque, je repasse saltimbanque, soit je refais un SU route, et je vais vous montrer, il y a plus simple, beaucoup plus simple. Bah, c'est de faire un exit. Exit automatiquement. Je lui demande de sortir du route, des droits administrateurs route, et de repasser en tant que saltimbanque. Donc ça, c'est un exemple. Et si je fais SU, c'est pareil. Sans le route, bah, il comprend la même chose. Il me demande mon mot de passe route, qui est différent de mon mot de passe saltimbanque, utilisateur, et j'accède également aux routes. Donc c'est l'équivalent. Exit. Donc, Specifical Shell va être utilisé quand vous vous connectez, c'est le "-s". Donc ça, c'était la partie fondamentale, numéro 1, et on va passer à la seconde. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.